merci à tous. On a une petite heure devant nous. Donc, peut-être je vais faire une petite présentation générale. Donc, Jorge Pérez Jaramillo est architecte de Medellín. Oian, conseillère municipale jeunesse et sport de la ville de Bilbao. Abdel Bourhan, président et cofondateur de Bright, notre start-upper. Manuel Flamme, qui a depuis longtemps quitté les startups, qui a fait l'ESSEC Sciences Po ENA, président du directoire de Grand Paris Habitat, qui regroupe toutes les filiales du groupe SNI, et qui est aussi directeur général du groupe, filiale Île-de-France, pardon. Je m'arrêterai là, mais vous en avez 2 pages. Et puis Pénélope Comites, donc adjointe à la maire de Paris, en charge des espaces verts, de la nature, de la biodiversité et des affaires funéraires. Je vais donner la parole à Jorge en premier. Donc on a eu des échanges au téléphone, hein, tous les 5, pas eux ensemble, mais avec moi. Je voulais simplement, en référence à ce qu'a dit l'orateur précédent, donc on était tous assez impressionnés, je dirais, par les mots de Richard Sennett. Donc depuis 2 jours, tout le monde est ici réuni pour travailler sur cette ambition très forte qui est de la ville pour tous, avec cette question en trame de fond, avec la Smart City. Est-ce qu'on fait la ville pour tous? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme l'a dit Richard, l'espace public a toujours exprimé nos villes. Et donc, pour vous, chacun d'entre vous, vous avez dans vos expériences professionnelles des façons différentes de développer un rapport à l'espace public. Donc, Jorge, quand nous avons parlé au téléphone, je vais peut-être le dire en anglais, ce sera plus facile pour vous. Tu m'entends? Jorge, you hear me when I speak English, or you prefer French? Okay, you do it in English, it's okay. So everybody here knows Medellín as the worldwide famous city famous for its transformation using cable car and the public space. And Jorge told me that this wasn't the main reason of the success, because the main reason was to be able to have a community feeling with all the people living in the city of Medellín. So perhaps you can go on with that. Okay. Thank you. Good afternoon. Thank you for everyone for being here. Thank you for the organizers for this honorable invitation. Thank you for Carlos Moreno, who is a special friend of Medellín, for considering our city and considering me to be here. A city for life. Okay, imagine a city with an intense and powerful urban growth, 38 times of its population from 1900 to now, in just 116 years. In a country that has become urbanized from 30% of its population in the 50s until now, where we have 80% of our people living in cities, in the most urbanized continent of the world, Latin America, with a strong urban expansion over the outskirts of the city, with peripheral growth over the borders. That means segregation, exclusion, and classism. From a city that growth from an economic boom along the last century until 1970s, to a crisis and a slump process along the 80s and 90s. The industry, the mining production, the agriculture, everything was in crisis, but also the precariousness of local democracy, some important corruption, illegality, drug trafficking, violence, and terrorism. Imagine a city that grows so much because of rapid immigration from the countryside and with a strong class struggle. But also a city with a tradition of civic work, strong universities and social organizations, and strong institutions. A city with regional identity, with local culture, and with an important tradition of folk planning, because we have had schools of engineering, architecture, and social sciences for more than 70 years now. In the 90s, it started a change, a big change. Yeah, I had planned it to have 5 minutes, like you said, but you can push me if you need. Okay, so in 1990 and 1991, the change started. Why the change started? Because of citizens' engagement, a collective and social huge dialogue that produced in some way a kind of consensus, a bottom-up process that started talking with the people
with the communities, trying to understand the reasons why we're in a critical situation, and building up a strategic long-term vision together with the citizens, with co-responsibility, a kind of co-creation, public, private, academic, social partnership. This means the process like a regeneration of the city. After being an unviable society, we started to have renewed leadership, political change, strengthening local democracy with a strong institutional development. And in 1998, I can say that after a process of discussion with the strategic long-term plan, something like a process in search for public life has started. So there's no miracle. That's Medellin. That's where everything started again. But it's not miracle, not any messianic solution. There's no hero. The hero is the whole city. Building the public with participatory planning, with renewed public policies. The city, as I have said, as a collective project with continuity, strong priorities, and we have discovered the power of urbanism, architecture, and infrastructure for life as social tools. For us, infrastructures are more than machines. We don't understand a metro or a cable car just as a transportation infrastructure. We understand that as a social tool for social inclusion, for bringing accessibility for all, and to giving the opportunity to have the city for all. As a representation of civic rights, for equality, for inclusion, for convivence. And one can say that this means that the city has come from fear to hope and from hope to life. Now, and I'm going to finish now soon, now we are under a big process, very, in some ways similar to what Paris is doing now around the verge of Seine, recovering our river. Along the years, since the 50s, when we did our most important master plan of the last century, after a visit by Le Corbusier, we chose the model of zoning functional city, and we transformed our river into a functional open-air, how do you say, the sewage river, very polluted river, and just surrounded by highways, a kind of fragmentation, fracture, division, frontier for the city. The river has divided the city for many years into both margins and without connection. So our idea today with the general master plan or a long-term plan of the city is to transform the city into a compact city that works to grow inside, to control the urban sprawl, to promote inclusion, to create a transformation of the river from the city of cars to the city of people, prioritizing the people, prioritizing public space, green areas, transforming all those sectors which are the more strategic places of the city with urban redevelopment plans, 33 urban redevelopment plans inside. And that will mean also land for social, affordable housing, and will bring us the chance to fight against risks, natural risks on the borders, and to promote the integrations of the city. After the success and the global recognition that we have achieved, we face the challenge for being coherent and rigorous. Today, we must respect that process. We must be conscious about what we have achieved, but also be careful about self-indulgency and keep on working to be a city for life. That's what we are doing now, and this is an introduction about my city. Thank you so much. I don't know if some of you went to Medellin, but it's quite interesting to look at, by the way. So thank you. And Oyan, I'm sure I don't say it in a good way. So when we had the discussion, you told me that now you were doing things a little bit in the second term of Richard Burnett's expression, that to me, why
can't we sell thing in public space? And you were explaining me that you were working in a very specific project in Bilbao called Heart of Neighborhood, connecting public spaces and economic development. I thought it was quite interesting to hear some more about that. Thank you. No, here, maybe? Yeah, yes. This one. Thank you very much, Dominique, and thank you very much for giving us the opportunity to learn of all of you. First question, do we know where Bilbao is, or what Bilbao is, more or less? Or okay, a few words only to explain that Bilbao is a city in the northern Spain, capital of the province of Biscay and in the autonomous community of the Basque Country, with an area more or less of 40 square kilometers and a population of about 350,000 inhabitants in the urban area, but we take into account the metropolitan area, 1 million more or less. We are surrounded by mountains and divided by River Nervión. So the mountains make the city's natural geographical limits, and the river systems but divides Bilbao in two halves and makes a natural limit for many of its neighborhoods and districts. So we have natural barriers that needs to be overcome, and this means a lot of efforts and resources to improve city living for different neighborhoods, and especially for the so-called upper town neighborhoods. In this sense, in the 80s, we lived a profound economical, environmental, social, and urban crisis, and as response to this delicate situation, diverse public and private institutions began an holistic process of revitalization of Bilbao that has given as a result the city that we have today and we enjoy today. But we always say that Bilbao's transformation is not over yet, because we want a city adapted to new times, new social, cultural, economic, and political scenarios. And in this sense, the management of public spaces and urban mutations are crucial and are key inside or in related with the access that we have established for the future. Key urban projects, social cohesion, innovation, and our own identity. All of them aligned to boost the economical development and its translation into job opportunities for people, and with a person-centered approach. In this sense, we have found different projects with different scales. We have the Zorrozaurre Creative Island, whose master plan was designed by prestigious Zaha Hadid. We have the high-speed train through an underground barging entrance to the city, but we have also Hearts of Neighborhood initiative, and it's a commitment with urban and social cohesion. And I'm going to stop here a little bit more because maybe it can seem less important than the previous ones that I have mentioned, but it's a strategic project for us for the internal cohesion and articulation of the city. Balance between neighborhoods of a city is one of the premises of municipal policy, and we are working hard and not without difficulties to guarantee a high quality of life throughout the city, bridging physical, economical, and social gaps to reduce the differences that the city has got. Since many years, we have had a strategic planning process for all works aimed at improving the differences between neighborhoods in relation with reforming or remodeling streets, squares, building walkways along the river or in the city, creating gardens or green areas or children's playgrounds. But Hearts of Neighborhood is born in 2012, more or less, because we started dreaming again, as we did in the past. And we understood that we should go one step further in all aspects, and we have to act with, from, and for the neighborhoods. We wanted to give them the same opportunities
as in the center city, and we were not only thinking about daily needs, but also in opportunities to boost neighborhoods economically, but working from their identity. And I wanted to deadline this word because for us it's very, very, very important. We see these cores or hearts of neighborhoods to stimulate living together, to encourage contact among people living in the neighborhoods, and to stimulate also trade and business and shops and so on and so on. And in this sense, the surgery made in public spaces and also the activities that we promote in public spaces are crucial to achieve the goals that I mentioned before. We have defined 12 hearts of neighborhoods in the city, paying special attention to demographic change because we want night-friendly public spaces, but we need youth and emphasis, so we boost the participation of all of them on the creation of the city and their neighborhoods. And we really bet for social inclusion, taking into account cultural diversity, gender equality, and services and spaces for disabled people. So we speak about good governance of public spaces. With whom we decided to start this dream or this project. So we started working with people living in the neighborhoods, with businessmen and business women, associations, traders, sellers, and so on, and with other experience from all around the world. We look at cities as Paris, Medellin, and other cities worldwide to learn about all of them. And we base the concept in different items. The first one, the neighborhood's identity, as I told before, what they are like, how to define them, and where their values lie. We base the concept also in the economic activity of the city, the strategic sectors for the future, and the economic activity of the neighborhood. And we base the concept also on the consensus and the participation of all the citizenship, with a concept of modernity and innovation throughout a city network of all hearts of neighborhoods. So we carry out socio-demographic analysis and projections, assessments and definition of areas of opportunity, looking 10 years into the future, including not only public spaces, but also exhibition centers, docks, public buildings, and so on. And we make also an analysis of the economic activity and the possibilities for developing it. Moreover, neighborhoods assessments have been extremely important in this project in terms of evaluating the physical reality, quality of life, population, sociology, and economy. And this all has a common aim, making the most of recovering public spaces to meet the needs of people and on their actual neighborhood, but with the ultimate purpose of setting up a city's neighborhood health network to make them part of the future urban, economic, and social future of the city. So that is our challenge today, or one of our challenges today. We know that we have a lot of work to do, but we think that we have everything that we need, and especially a lot of illusion and enthusiasm for having a better neighborhoods and a better conditions for all our citizens in the city. Thank you very much for your kind attention. Thank you, and you're perfect with the time. So, je vais reprendre en français pour passer la parole à Manuel Flamme. C'est vrai que ce qui vient d'être dit, d'essayer de saisir toutes les attentes de tous ceux qui sont à côté de l'espace public pour arriver à trouver d'autres qualités à ces espaces, c'est évidemment des sujets qui vous intéressent. Vous êtes un opérateur important dans tous les quartiers politiques de la ville. On en a discuté et c'est vrai que vous posez beaucoup de questions en disant « mais nous, on va câbler nos immeubles, on va être parfait sur le smart immeuble ». Et donc,
je dirais, dans quelle mesure cet espace urbain va-t-il profiter des interventions que vous faites sur le logement? Est-ce que, en allant plus loin, est-ce que vous pensez que l'immeuble réversible, par exemple, peut être aussi un facteur d'attractivité de l'espace public? Merci Dominique. Bonjour à tous d'abord. Bonjour aux intervenants de la table ronde. Bonjour à Pénélope, Comites. Merci de nous accueillir ici. C'est 2 jours absolument extraordinaires parce que pour construire la ville, il faut bien sûr regarder partout ailleurs que chez soi et essayer de prendre le meilleur pour précisément le transformer au sein de nos communes. Alors, avant de présenter un tout petit peu le projet sur lequel je voulais qu'on s'entretienne aujourd'hui, juste rappeler ce qu'est le groupe SNI. Le groupe SNI, c'est la filiale immobilière de la Caisse des dépôts qui gère 360 000 logements et qui est présent sur l'ensemble du territoire national. Le groupe SNI, c'est donc une puissance financière qui intervient dans l'ensemble des villes, des métropoles du territoire français et qui a joué un rôle absolument décisif dans la mise en place de ce qu'on a appelé l'ANRU, en l'occurrence l'ANRU 1, puisque depuis 2004, nous sommes porteurs d'une quarantaine de projets en rue 1, dont 25 en Ile-de-France. Notre filiale OSICA en Ile-de-France a porté plus d'1 milliard d'euros de travaux en rue 1 dans l'ensemble des quartiers difficiles, dits difficiles, quartiers de la ville de l'Île-de-France. Alors, ce projet en rue 1, qui va se continuer d'ailleurs avec en rue 2, on portera une quinzaine de projets, il est absolument central parce qu'il vise à reconfigurer, à remodeler la ville et les quartiers de ville qui étaient les plus désolés. Je vais revenir avec vous sur l'expérience qu'on a pu faire au Mureau, qui était précisément une sorte de modèle type de ce qu'on a pu vivre dans le cadre des projets en rue. Les Mureaux, c'était quoi? C'était une cité avec 4 bars, 4 très grosses bars, et 4 points d'entrée et de sortie. Ou plutôt d'ailleurs 2 points d'entrée et 2 points de sortie. Dans lesquels, quand on rentrait dans la cité, quand on rentrait dans cet espace, on était enfermé. Enfermé parce que si, pour une raison ou pour d'une autre, certains souhaitaient bloquer l'entrée ou bloquer la sortie, tout simplement, les habitants par milliers de ces cités étaient enfermés dedans sans possibilité de communiquer avec l'extérieur. Le projet de l'ANRU 1 a visé précisément à démolir l'ensemble de ces cités sur le territoire des Mureaux. Près de 1500 logements ont été détruits, qui a concerné près de 30% de la population de la commune. Et ce renouvellement urbain, ce projet de renouvellement urbain, il a porté sur une ambition qui constituait d'abord à construire des plots et à construire de la circulation entre les différents espaces urbains. Donc contre 4 bars avec 2 points d'entrée et 2 points de sortie, on a ce qu'on appelle résidentialiser l'espace, construit une quarantaine de plots, et autant, ou plutôt 80, entrées et sorties de manière à ce qu'on construise de la fluidité, de la circulation entre ces différents espaces. On l'a fait d'ailleurs de manière extrêmement qualitative, puisque dans ce projet de renouvellement urbain, on a pris et travaillé avec les meilleurs architectes. Dans ce quartier des Mureaux, on a gagné des prix d'architecture, enfin les architectes qui ont travaillé dessus ont gagné des prix d'architecture, et manifestement on a réussi à construire en 10 ans, dans ces quartiers qui étaient difficiles, des quartiers de demain, des quartiers du 21e siècle, circulants, ouverts, écologiques bien sûr, éco-responsables, et particulièrement qualitatifs. Alors, tout ça posé, on devrait se dire qu'on a réussi à construire la ville de demain, la ville inclusive de demain. Pourtant, le constat, aujourd'hui, en 2016, il soulève quelques interrogations. Je vous donne un chiffre très précis. Dans ce quartier des Mureaux, que je gère à 100%, près de 1500 logements, mon budget de maintenance est 5 fois plus supérieur que dans tous les autres résidences que je gère. C'est-à-dire que pour gérer ces infrastructures, financer les parties communes, je dois consacrer par logement, par habitant, 5 fois plus d'argent que partout ailleurs. Et la question qui se pose, c'est évidemment pourquoi ? Pourquoi, alors même qu'on a construit un espace urbain magnifique, qu'on a construit des lieux ouverts, des lieux écologiques, des lieux inclusifs, on se retrouve dans cette situation complexe où on maintient, ou plutôt perdure, des problématiques de gestion urbaine. La réponse, elle est, à notre sens, assez simple. Plutôt, enfin, on a mis un petit peu de temps avant d'en tirer le diagnostic, mais enfin, aujourd'hui, la réponse, elle nous paraît assez claire. C'est que la grande avancée de l'ANRU, ça a été de séparer les espaces, de séparer l'espace privatif de la partie commune de l'espace public.
Et on l'a séparé pour dire aux habitants de ces lieux, chez vous, c'est pas chez tout le monde. Dans votre espace commun, c'est pas la voie publique. Et la voie publique, c'est encore autre chose que dans votre espace partagé. On a procédé à ce qu'on appelle une résidentialisation. Mais ce qu'on a oublié de faire en réalisant ce projet, c'est de s'assurer que ces différents espaces communiquent entre eux. Et qu'un habitant dans son logement, ils soit en interaction avec ses parties communes. Que dans ces parties communes, dans son espace partagé à plusieurs, on soit en interaction avec l'espace public. Et donc avec les services de la commune. Et toute la révolution, ou tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, qui gérons ces quartiers, qui honnêtement sont particulièrement qualitatifs, qui sont du niveau très largement des projets neufs qu'on construit dans Paris Intramuros. C'est de se mettre en situation, de mettre les locataires, de mettre les habitants de ces zones en situation de discuter, de communiquer avec leur environnement, d'abord pour qu'ils le maîtrisent, mais ensuite et surtout pour qu'ils le respectent. Alors, ça passe par quoi? Je vous donne juste un exemple, parce que je sais que le temps de parole est compté, mais il y en a de nombreux. On a un sujet grave en Ile-de-France qui est le prix des politiques anti-écologiques mis en place depuis une quarantaine d'années, où on a été obligé, dans le cadre de PLU contraignants, de construire 2 places de stationnement par logement. D'accord? 2 places de stationnement par logement. Alors même que, depuis une vingtaine d'années, vous le savez, l'utilisation de la voiture ne cesse de décliner. Dans ce contexte, et moi j'en paye le prix fort, j'ai 30% de vacances dans mon parc de stationnement. D'accord ? 30% de vacances. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mes parkings sont des lieux abandonnés. Dans certaines résidences, c'est des lieux complètement abandonnés et on a des difficultés importantes pour l'exploiter, le valoriser. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a passé des partenariats avec des startups à qui on a sous-loué ces places de stationnement. On a sous-loué ces places de stationnement de manière à ce que développent des applications qui sont sur des smartphones des automobilistes qui, passant dans le coin, si j'ose dire, et cherchant une place de stationnement, puissent avoir une petite notification leur disant « Vous savez, pour 50 centimes de l'heure, vous pouvez aller vous garer dans le parking de la résidence des Acacias. » Voilà, un petit plan. On rentre dans le parking, ça coûte 50 centimes de l'heure, donc c'est très très inférieur au prix du marché, et on valorise cette place de parking. On le fait aussi avec le même système entre les différents ensembles immobiliers d'une même cité ou d'une même zone. Ça, c'est un exemple de quoi ? C'est un exemple d'un ensemble immobilier, d'une résidence qui communique avec l'extérieur, avec son environnement direct. Et on peut le faire dans le domaine du stationnement, mais enfin, on peut aussi le faire dans le domaine de la santé. Je vous donne un exemple. Dans une résidence senior, pareil, dans cette zone, on a développé ce qu'on appelle le Li-Fi. C'est une technologie qui porte de l'information par la lumière et qui rend possible la connexion des objets, ou la rend beaucoup plus facile. On a dans ces résidences seniors équipé ces résidences de fauteuils médicalisés qui permettent en temps réel de transmettre de l'information à un centre de soins de la commune. Ça, c'est essentiel, enfin, c'est hyper intéressant parce que tout simplement, une personne âgée qui a du mal à sortir de chez elle, s'asseyant sur ce fauteuil, peut communiquer directement avec son centre de soins, lui envoyer le résultat de ses indicateurs métaboliques et demander de l'aide, ou même le docteur estimer qu'elle en a besoin, uniquement par transmission d'informations. Et moi, je crois que la prochaine étape dans la construction d'une ville inclusive, dans les zones où précisément l'exclusion a été la règle, c'est précisément, au-delà d'agir sur le bâti, qui restera toujours un élément décisif, c'est de se mettre en situation de donner aux locataires les moyens de communiquer avec leur environnement direct, mais plus largement de proximité, avec les services de la ville, avec les services de la commune. C'était mené à la vitesse à laquelle avance la SNI Emmanuel Flamme, et justement ça ouvre la porte en direct à Abdel Bourane, qui lui justement non seulement fait partie quand même de ces startups, même s'il ne s'est pas présenté comme ça, et qui utilise justement ces moyens de communication et nos données pour pourquoi pas rendre l'espace public plus beau, ou en tout cas
Je ne sais pas très bien, mais c'est plus beau. C'est communiquer ensemble ensemble et que l'espace public en soit plus beau. Oui, voilà, c'était comme ça que j'ai compris. Très bien. Ouais, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vais juste vous rappeler effectivement ce qu'est Bright. Bright, c'est une start-up qu'on a montée il y a 2 ans. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis au contact d'artistes numériques. Donc, c'est des artistes qui travaillent avec du code, avec des algorithmes, avec de l'intelligence artificielle parfois. En fait, leur pinceau à eux, ce sont effectivement du code informatique et ce sont des programmes. Et en voyant cette communauté d'artistes qui travaillent avec ces outils, finalement ne pas arriver à travailler avec le secteur de l'art contemporain, avec les galeries qui ont beaucoup de difficultés à travailler avec finalement du digital, eh bien je me suis dit qu'il fallait permettre à ces artistes d'exposer, et si possible d'exposer au-delà des espaces physiques auxquels un artiste tangible est matériellement contraint. Et donc il y a 2 ans, on a monté Bright, qui est donc une plateforme qui héberge, qui diffuse et qui monétise sous forme d'abonnement toute cette nouvelle génération d'artistes et qui les amène effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, dans l'espace public, alors que ce soit en indoor pour des hôtels, des immeubles, on travaille avec des promoteurs immobiliers, des bureaux également, ou dans l'espace, donc en outdoor, en extérieur, à travers de la vidéoprojection et des écrans. L'objectif, c'est de permettre à ces artistes qui habituellement ont beaucoup de mal à exposer leurs travaux auprès d'entités qui pourraient en avoir besoin, qui puissent en vivre, qui puissent vivre de ces travaux-là. Et c'est l'objectif de notre business model qui repose sur des abonnements. Et également, techniquement, les amener dans les espaces publics, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, des bâtiments ou bien la ville. Alors la ville, pour nous, c'est nouveau, même s'il y a des projets aujourd'hui sur lesquels on a travaillé, puisqu'on produit également des artistes numériques qui pourraient tout à fait bénéficier à l'espace public et à la ville. Je vous donne quelques exemples. Une catégorie des artistes avec lesquels on travaille, c'est des artistes qui travaillent avec les data. Donc il y a peut-être effectivement des connexions, comme vous disiez, intéressantes à créer, des passerelles. Ce qu'on appelle des data artists, donc des artistes qui travaillent avec des flux d'informations et qui, par leur travail de représentation visuelle, esthétique, en temps réel et parfois même narratif, arrivent à représenter l'invisible de la ville. Par exemple, il y a un collectif d'artistes danois qui a représenté le taux de CO2 en temps réel dans la ville grâce à la fois une application et une vidéoprojection, un peu comme du street art finalement, mais en vidéoprojection dans l'enceinte de la ville. Il n'y a pas de météo du taux de CO2, donc c'est quelque part un service rendu aux citoyens à travers le prisme de l'art numérique. Il y a également, on a travaillé avec une organisation qui représente les céréales tout en Europe, et là l'objectif c'était d'utiliser à la fois l'open data, votre géolocalisation et la géolocalisation des céréales autour de vous pour vous proposer un plat, une carte quelque part esthétique et in fine un plat à partir de céréales autour finalement des céréales qui vous entourent en temps réel et en fonction du moment de la journée. Et là l'artiste finalement est au croisement du code, de l'information et d'une représentation esthétique qui vous amène finalement ce plat-là sur votre application. Et ça vous permet finalement aussi de vous reconnecter à l'espace public, de casser effectivement ce que la ville pourrait créer, c'est-à-dire parfois vous enfermer dans un espace citadin. Là, l'idée de l'artiste, c'était effectivement de nous connecter à la nature à travers cette application-là, et la nature, et en l'occurrence les céréales. Les œuvres numériques peuvent aussi être interactives, elles peuvent aussi permettre de connecter les gens entre eux. On a réalisé un certain nombre on a produit des artistes qui utilisent l'analyse sémantique pour connecter les habitants, en l'occurrence d'un bureau, mais ça pourrait très bien se faire à l'échelle de la ville, en fonction de leur humeur, en fonction
de votes, en fonction de questions qui sont posées sur l'avenir de la société. Donc on pourrait effectivement utiliser l'art numérique comme on l'a déjà fait, là, comme on le fait à l'échelle des bureaux, le déployer à l'échelle de la ville pour connecter les gens ensemble en fonction de critères qu'ils n'avaient pas forcément envisagés, et finalement décloisonner les personnes, les habitants et les territoires grâce à ces créations qui sont vraiment très étonnantes. Là, en l'occurrence, celle dont je vous parle pour les bureaux générait des créatures à partir de l'utilisation de vos réseaux sociaux et de finalement des réponses que vous apportiez à votre employeur sur votre humeur, sur la qualité de travail dans l'enceinte du bureau, etc., etc. Donc des créatures qui se génèrent en temps réel en fonction de vos datas personnelles. Et je pourrais encore parler de plein d'autres créations. Là, je peux parler de data art et d'œuvres interactives, mais il y a aussi tout simplement l'art vidéo. Aujourd'hui, on a une centaine d'artistes présents sur notre plateforme et 500 œuvres vidéo qui viennent de galeries, de musées. On travaille avec le Centre Pompidou, par exemple, en lien avec le département vidéo, pour amener justement toutes ces œuvres dans l'espace public et faire en sorte qu'elles ne soient pas contenues uniquement dans des galeries, dans des lieux d'élite ou dans des musées qui matériellement sont limités par leur capacité d'accueil, et finalement les amener un peu partout. Donc on travaille aussi avec tout ce qui est mobilier urbain. On a quelques projets avec 2 grands acteurs du secteur, pour amener l'art, amener la créativité, susciter la curiosité des gens dans l'espace public. Et je pourrais également, juste pour terminer, parler de tout ce qui est toute cette nouvelle tendance de création géolocalisée, qui utilise la géolocalisation pour vous inciter à vous déplacer dans la ville, à faire des découvertes que vous ne feriez pas uniquement si vous étiez simplement en train de vous promener sans l'aide d'une création de design interactif ou d'art numérique. Donc voilà, l'art numérique a le potentiel de réenchanter la ville, de la rendre peut-être un peu plus poétique, de décloisonner les territoires, et tout ça de manière visuelle, et je crois que j'en ai terminé. Voilà. Bravo. C'est bien, parce que quand Richard Sennett va revenir, on va pouvoir lui dire que quelque part on suit tous ses conseils et que même parfois on a pris de l'avance. Alors Pénélope Comites, je vous ai déjà présenté, donc je ne le dirai plus, mais vous avez récemment organisé et pu juger un concours assez extraordinaire sur les pariculteurs qui a eu un énorme succès, qui était d'une inventivité ou d'une ingéniosité, en tout cas on pouvait découvrir une ingéniosité incroyable de la part de l'ensemble des partenaires, et quelque part vous portez une façon d'être dans l'espace public relativement différente peut-être de celle qui a pu exister au 19e siècle, au 20e siècle. On était très dans le décor, et là vous êtes dans ce que le keynote speaker appelait l'espace public productif. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Merci Dominique. Oui, alors effectivement, les pariculteurs sont un exemple. Ce que j'essaye de faire, c'est effectivement sortir la nature et réintroduire l'agriculture dans Paris. Et c'est enlever et revisiter les cadres, c'est-à-dire notamment enlever les grilles et revisiter complètement l'espace public et permettre aux habitants et un certain nombre d'acteurs de se réapproprier les lieux pour faire autre chose que se déplacer pour un certain nombre d'activités lambda dans l'espace public. Et c'est effectivement réinvestir les rues, réinvestir les toits, réinvestir les murs, réinvestir, Manuel, les parkings, par exemple, pour différents usages, et notamment des usages agricoles. Alors pourquoi est-ce qu'effectivement on est dans une ville où on a toujours tout fermé, c'est-à-dire que nos parcs et jardins sont fermés, les résidences des bailleurs sociaux sont fermées, les copropriétés sont fermées. Donc l'idée, c'est de rouvrir, et comme le disait Manuel aussi tout à l'heure, ce que j'aimais bien, c'est essayer d'arriver à ce qu'il y ait une interaction entre tous ces espaces dans la ville. Alors pourquoi est-ce qu'on essaye d'imaginer cette ville de manière différente ? Et pourquoi est-ce qu'on réintroduit cette nature dans la ville ? Parce qu'effectivement, il y a des enjeux environnementaux importants.
quand on végétalise des murs, quand on installe des start-up ou des agriculteurs sur des toits parisiens ou dans 3000 m² de parking dans des endroits extrêmement difficiles de Paris. Oui, on a des enjeux, on travaille sur des enjeux environnementaux en termes de qualité de l'air, en termes de rétention d'eau pluviale, de biodiversité. On a des impacts qui sont des impacts sociaux extrêmement importants, parce qu'on est en train de recréer ou de créer de la cohésion sociale et de réinventer le vivre ensemble. Quand on voit effectivement que sur des bandes de trottoirs parisiens, parce qu'on leur a donné entre guillemets l'autorisation et qu'on a permis aux Parisiens de se réapproprier et d'utiliser cet espace public comme ils le souhaitaient, et quand on voit les Parisiens sur 100, 200 mètres de trottoir descendre dans la rue, prendre leur pelle, leur pioche, jardiner, planter des courgettes, des carottes, et puis pas mettre de barrière autour et puis laisser les autres se servir. On est effectivement dans un changement de paradigme total, qui est un changement culturel très important, qui est un changement culturel pour les Parisiens eux-mêmes, qui au début se disaient bon bah on va avoir du vandalisme, on va venir, on va le prendre, on va avoir des problèmes sanitaires. C'est un changement culturel absolument incroyable aussi pour ceux qui agissent depuis des années dans cette ville aussi, pour nos directions à qui on a toujours confié la gestion de l'espace public et à qui on dit aujourd'hui c'est plus seulement vous qui allez faire, mais c'est effectivement les Parisiens en lien avec nous, mais c'est les Parisiens qui vont faire. Et on a, je vois Jean-Christophe Choblet et Michel Zaoui dans la salle, on a cette même réflexion sur le travail qu'on fait sur la rénovation de nos places parisiennes et sur la petite ceinture. Il y a aussi des enjeux économiques, parce que par exemple, quand on a lancé ce concours pariculteur, où au début, effectivement, comme disait Dominique, on m'a regardé un petit peu en se disant oula, qu'est-ce qu'elle fait? Bon voilà, on a réussi à créer 5,5 hectares d'agriculture urbaine sur les toits et sur les parkings. On a pour une première édition 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, la création de 120 emplois, dont une cinquantaine d'emplois d'insertion. Donc on est aussi sur de l'activité économique, et on permet, et de l'activité économique qui en termes alimentaires va permettre du circuit court, va permettre aux habitants de s'alimenter de manière différente, qui permet aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé sur notre patrimoine, mais avec un certain nombre de grands institutionnels et aussi des bailleurs sociaux, qui permet aussi aux bailleurs sociaux de requalifier dans un certain nombre de territoires parisiens des zones qui étaient vraiment en déshérence et qui vont revivre avec les habitants et redonner une nouvelle qualité de qualité de vie. Donc c'est vraiment repenser cet espace public et faire du vivre ensemble. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut faire confiance à cette créativité qui se dégage des habitants de cette ville. Il faut accepter de faire vivre des lieux abandonnés, des lieux délaissés, des lieux auxquels on n'a jamais pensé ou qu'on n'a jamais pensé investir comme les toits. Et puis, il faut effectivement emmener avec nous dans toute cette aventure les grands institutionnels et tous nos partenaires, pour que quelque part, quand on a fait une fois, voilà, on a fait les pariculteurs, on a sur 35 sites, on a installé, on a travaillé avec la SNCF, la RATP, des bailleurs, des foncières. On va faire une deuxième édition avec eux, mais je suis persuadée que la troisième, ils feront sans nous, puisque ça deviendra une habitude. Voilà, et on aura fait émerger un nouveau modèle urbain, un nouveau modèle économique. Et c'est extrêmement intéressant. Voilà ce que je voulais dire. Ça permet aussi, avec cet aspect alimentaire, et je finirai là-dessus, de renouer ou de créer des liens entre la petite, la grande couronne, la métropole et Paris, puisque par exemple un certain nombre d'agriculteurs de petites couronnes ou de grandes couronnes qui ont des exploitations agricoles dans la ceinture verte de Paris
peuvent venir juste étendre leur exploitation sur les toits de Paris et quelque part amener beaucoup plus facilement leurs produits sur le territoire parisien. On est vraiment sur du circuit court, on est en train de participer aussi à réinventer cette logistique urbaine dont on a besoin au regard des enjeux climatiques et des enjeux des réorganisations des métropoles qui sont les nôtres. Donc vous semblez tous d'accord pour dire que l'espace public devient productif. C'est-à-dire qu'on peut même gagner de l'argent avec l'espace public, on peut essayer d'en dépenser moins en lui donnant une autre nature, en permettant à d'autres partenaires de s'y installer, on peut permettre à des citoyens d'y développer des activités, on peut y déployer des activités artistiques. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous veut rebondir un peu sur ce point-là avant que je prenne maximum peut-être 2-3 questions dans la salle, puisque nous n'avons encore... En gros, on va utiliser la pause pour avoir quand même un petit peu d'échange. Donc, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut peut-être voir un peu jusqu'où on peut aller là-dessus, parce que Manuel Flamme a parlé de ce premier pas des muraux. Est-ce que tu penses que ça peut aller plus loin ? Est-ce qu'à Bilbao ou à Medellín, on va aussi aller vers cette étape qui consistera à produire dans l'espace public? Peut-être que vous êtes moins frileux qu'en France ou à Londres, où effectivement la vente est très contrôlée dans l'espace public. On n'a pas le droit de s'installer comme on veut et d'avoir une activité décidée par soi-même dans l'espace public. C'est assez codé tout ça. Donc Pénélope dit qu'on va chacun planter ses carottes, mais même elle a mis en place le permis de verdir. Donc on verdit, mais il faut qu'elle donne la permission. Mais peut-être que la troisième génération s'occupera pas de la demander. Donc je ne sais pas si l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose. Si la salle veut poser une question, ben voilà, allez-y monsieur, vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, c'était prévu, merci. Donc je suis Leonardo Sferrazza et je suis adjoint au maire à l'espace public de la ville de Palaiseau, communauté Paris-Saclay. Et ma question, naturellement, s'adresse à monsieur Flamme, dont je remercie l'intervention parce que ce matin, ici même, je disais que l'urbanisation avait eu comme conséquence 2 nouveaux enjeux majeurs dans l'espace public. La circulation, vous l'avez évoqué, merci, et le stationnement. Nous avons à Palaiseau, comme vous le savez, un nouveau quartier qui est sorti du sol, 5000 habitants. Premier quartier de France, écoquartier. Premier quartier de France avec la LIFI, vous l'avez dit. Premier quartier de France avec une conciergerie en expérimentation. J'ouvre vite une parenthèse que je referme, ça marche. Mais aussi, je crains premier quartier de France où il y a un taux d'occupation des parkings en sous-sol de 0. Et pour quelle raison à Palaiseau? Parce que les emplacements qui ont été prévus par les constructeurs et les bailleurs, parce qu'on a des bailleurs sociaux aussi, eh bien, le prix est très très élevé. Et lorsqu'on parle d'inclusion, je pense qu'il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il y a moins de 10 ans, on a loupé quelque chose en matière d'inclusion. Donc la question que je voulais vous poser, M. Flamme, au regard de l'expérience que vous avez eue, puisque maintenant ces parkings inoccupés sont en partage, vous l'avez très bien dit, on y réfléchit aussi à Palaiseau et on avance, pour quelles raisons vos parkings sont inoccupés et est-ce que c'est parce que le tarif était trop élevé pour des familles qui ne peuvent pas s'offrir un parking en sous-sol? Merci pour votre réponse. Merci. Alors d'abord, je suis très heureux de pouvoir répondre à l'adjoint au maire de Palaiseau parce que je vous encourage tous à aller dans cette commune et puis sur ce plateau de Saclay où il se passe des choses absolument formidables au niveau de l'espace urbain, au niveau de l'ambition et de la dynamique qui a été portée autour du plateau de Saclay et encore une fois cette commune du Palaiseau qui a effectivement vu une transformation majeure se réaliser. On est nous-mêmes présents, vous l'avez dit, cette résidence Osica qu'on a achetée à Next City où on installe de l'IFI à la fois au sein de nos logements mais également dans l'espace public puisqu'il y a des candélabres qui portent du LIFI constitue de fait un territoire ou un espace particulièrement innovant. Cette question des parkings. D'abord, premier élément, et Pénélope Comindes en sait quelque chose, il y a une folie il y a une folie qui a saisi des maires, nous obligeant à construire des places de stationnement
2 places de stationnement, des fois 3 places de stationnement par logement. Donc si vous voulez, on a une offre de places de stationnement obligatoire, enfin, qu'on a dû porter, qui était complètement en décalage avec la réalité de la demande. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Donc bien souvent, les bailleurs que nous sommes, mais les promoteurs avec lesquels nous travaillons, sont obligés d'intégrer dans leur programme des places de stationnement qu'ils ne souhaitent pas faire, mais que les élus leur imposent, au motif qu'il faut que monsieur et madame, voire monsieur, madame et le grand frère, enfin l'aîné, puissent avoir une automobile et une place de stationnement dans l'ensemble immobilier. Ça paraît anodin quand je dis comme ça, quand on n'est pas professionnel, mais enfin, ça plombe complètement nos bilans d'opération, ça a un coût extrêmement élevé, et in fine, c'est vacant. Donc c'est vacant, et puis derrière ça entraîne des problèmes de sécurité évidents, parce qu'encore une fois, des parkings vacants, c'est des parkings dangereux. Bon. Alors, comment on fait ? Bon, une fois qu'on a identifié le problème, d'abord, et là aussi, je remercie la ville de Paris, la ville de Paris, au sein de la ville de Paris, dans Paris, on peut aujourd'hui construire, ça paraît évident, mais enfin, c'est récent, des ensembles immobiliers sans place de stationnement. Donc il n'y a plus de problème de vacances, parce qu'il n'y a plus de parking. Ça, c'est le premier point. Donc il faut d'abord toucher à l'offre. C'est-à-dire il faut tout simplement qu'on nous donne la possibilité de réduire le nombre de places de stationnement par logement. Premier point. Deuxième point, nous, on a mis en place un plan de lutte contre la vacance de nos places de stationnement à travers précisément le parking sharing qui va de l'association avec des startups pour permettre de sous-louer ces parkings et donc d'avoir des boîtes qui tout simplement rentrent dans ces parkings, les gèrent et donc on optimise l'espace, mais aussi des parkings sharing entre ensembles immobiliers. C'est-à-dire qu'on a donné la possibilité à d'autres locataires dans d'autres ensembles de sous-louer pour une somme modique, en vérité, nos parkings. Ça, c'est la deuxième solution. Puis troisième élément de réponse à votre question, pourquoi ils sont vacants ? Vous l'avez dit, le pied de quittance pour un locataire du logement social, il est tout simplement trop élevé. Et quand il faut ajouter 10-15% du montant du loyer pour louer sa place de stationnement, tout simplement, les gens ne peuvent pas le faire. Voilà la raison qui nous amène aujourd'hui à avoir des situations invraisemblables, alors même qu'en Ile-de-France, le foncier est extrêmement rare et extrêmement cher, on a des sous-sols qui sont précisément vacants. Je pense avoir répondu à votre question. En tout cas, si vous avez besoin... Oui ? Oui. Bon, excusez-moi parce que... Très bien, très bien. Juste pour préciser que... vous voir et continuer la conversation. Non. Juste pour préciser, et M. Fram sait qu'il y a eu un changement de municipalité. Et donc, je posais la question parce que je subis un héritage, en quelque sorte. Merci. Oui, mais... Vous savez, on a toujours un héritage, si je puis me permettre. Ce qui est assez amusant, c'est de se retrouver à parler de voitures, alors que jusqu'à présent, on a essayé de parler d'autre chose, comme quoi la réalité est rude. Donc je prendrai juste une dernière question. Je suis désolée parce qu'on doit libérer la salle dans 2 minutes 30 pour la table ronde suivante. Mais donc c'était madame, je suis désolée monsieur. Allez-y. Thank you. Thanks for the discussion today. My name is Rakhi Mehra, and I'm a social entrepreneur working on housing in informal settlements of Delhi, on access to finance so people can improve their homes in self-construction. And my comment and question is really for architect from Hore, from Medellin. We are in Delhi, in the state, maybe when you were there in 1990s in Medellin. Public spaces, car parks, parks are being converted to car parking lots because citizens want it. So resident welfare associations are voting to convert public parks into parking lots because there is a demand for that. Secondly, we believe that in informal settlements, when the street width is small, it is good because it doesn't allow the car parks to pass. But urban planning forces you when you regenerate to make it bigger. And today we have a problem in the city of Delhi. We don't have any mayor from Delhi or India, so I will share with you the problem. We have over 16 million residents, and urbanization is still growing. It's not plateaued, so we're expecting more. And we have, of course, the problem of cars. There is no... The citizens don't believe in buses and public transport, so bus rapid transport, BRT, is voted out. And we have a problem of pollution. The PM 2.5, which is at 60 becomes threatening, was 1,000 in Delhi
last week, and over 1,800 schools were closed. Everybody's walking in gas masks. So in a way, citizens have chosen this for themselves. And another way, we want to involve citizens and participation. So when does the government, when does the stakeholders step in to decide what maybe the citizens are thinking is too short term? How did Medellin manage that trade-off? Fast enough. The reason why we were able to agree was the critical situation. The deepness of the crisis obligates everyone to understand that we have to change together, and only together we will be able to transform that situation. So we started a bottom-up process with a huge dialogue with the communities, but also with the support of the social organizations and the universities. We converted the schools of architecture and the social sciences schools and engineering schools into labs. I was the dean of the School of Architecture in the 90s, and inside our school, we were a kind of lab of the city. We only discuss, we only experiment about the city problems. We were not thinking about theoretical things. We have enough problems inside of in front of our faces to think about theoretical problems. So we started to work with the communities, for the communities, inside the communities, and that helped us to understand two things. One, how to solve the problems, but the other, we created a generation of people, architects, engineers, social science specialists, and things like that, that knows the city, that understands how we could contribute for the solutions. So these innovations, these kind of good or nice projects that Medellin has developed are the consequence of a long experimental work inside the schools of architecture and inside the schools of industrial design and things like that, but also with the participatory process with the communities. We have created, along the 90s, what we call the participatory planning system. Every community, every barrio in Medellin has its own planning process, and it's an obligation for the alcaldía, for the mayor, to work with the communities and to approve those plans. So as a chief planner, for instance, myself, I had to work with those leaders to take decisions for the decision-making of the city. And that means that they have a long-term planning for themselves. I think participatory plan system with people, perhaps it's a good idea we can go on with. And merci à tous pour cette table ronde. Et je vais me permettre d'appeler les personnes de la table ronde suivante. Alors, donc la table ronde suivante, c'est Réinventons la ville pour tous. On va vous laisser partir et on va les inviter à s'installer.